Pour moi, c'est encore plus urgent d'électrifier le transport de marchandises que d'électrifier le transport de personnes. Parce que les gens ont des jambes. Enfin, sauf accident de la vie, ils ont des jambes. Ce qui veut dire que si jamais il y a moins de voitures, eh ben, ils peuvent se lever un peu plus tôt, prendre un vélo pour aller jusque chez le voisin et partager la voiture du voisin, prendre un vélo pour aller jusqu'à un arrêt de bus. Alors, ils ronchonneront un peu, ils diront que c'est moins confortable et qu'ils vont passer une demi-heure de plus, mais ils peuvent le faire physiquement. Les marchandises n'ont pas de jambes. L'idée répandue, c'est que la voiture électrique va se substituer à la voiture thermique. Oui. On voit d'ailleurs toute une série de législations en Europe. La voiture thermique ne pourra plus être vendue à partir de 2035, mais c'est vrai en Europe, c'est vrai en Californie, c'est vrai dans beaucoup de pays dans le monde. Or, on voit aussi que le parc de voitures mondial est en train d'augmenter. Oui. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de voitures, un peu plus, dans le monde. Est-ce qu'on a les capacités, en termes de ressources, de substituer ce parc-là est-ce que c'est possible de substituer toutes ces voitures dans un parc en agrandissement? Alors déjà, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une vraie question. D'ici quelques années, je crains que ça coince, justement, et que du coup, on se retourne et on se dise, en tout cas, pas au rythme auquel on veut, parce que tu as le nombre. Effectivement, il y a 1,1 milliard d'automobiles en circulation dans le monde aujourd'hui, et les projections depuis plusieurs années, qui sont a priori pas démenties par la tendance actuelle, c'est qu'on a une augmentation très forte qu'on ne voit pas trop, nous, en pays occidental. On a l'impression que le parc est assez stable, mais en fait, au niveau mondial, il y a vraiment une croissance forte. La Chine est en train de beaucoup s'équiper en nouvelles voitures, l'Asie en général, un petit peu l'Afrique, et qui fait qu'au niveau mondial, les projections, c'est grosso modo de dire que si rien ne change, entre 2040 et 2050, on verra, il y aura 2 milliards d'automobiles. Donc, si à cet horizon-là, il y a plusieurs centaines de millions de voitures électriques, ça sera déjà un certain succès de la voiture électrique, plusieurs centaines de millions, mais tu te dis, mais en fait, à cet horizon-là, il y aura peut-être plus de voitures essence qu'aujourd'hui. Alors ça, c'est quand même un problème, parce que tu te dis, non, ce n'est pas une substitution, c'est une addition. Alors c'est vrai que localement, ça peut être une substitution. Si on interdit la vente, qu'on oblige les gens à changer, oui d'accord. Mais au niveau global, si on se réveille dans 20 ans avec 2 milliards de voitures en circulation, dont youpi victoire 700 millions de voitures électriques, la voiture électrique elle est vraiment bien développée, tu auras 1,3 milliard de voitures essence. Donc ça pose question sur notre capacité à infléchir les émissions de gaz à effet de serre et polluants urbains dans les zones où il y aura encore beaucoup de voitures à essence. Première question, tu vois. Là, parce qu'elle s'additionnerait quelque part à la voiture électrique. Deuxième problème, qui est plus pernicieux, et je l'évoque comme étant un risque, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais en fait, est-ce que l'industrie pétrolière ne va pas continuer par tous les moyens, évidemment, à essayer de faire du business? Et si tu n'as qu'en tant qu'il restera des centaines de millions de voitures thermiques, le fait que plus il y a de voitures électriques, tu peux te dire, moins il y aura la pression pour que les voitures thermiques qui restent se partagent les 100 millions de barils. On n'arrive pas vraiment à extraire davantage par jour qu'on arrive à extraire aujourd'hui. Donc il y a un effet rebond potentiel de la voiture électrique qui a une espèce de baisse de pression sur la sobriété naturelle que la voiture à essence ou gazole serait soumise. Soit sobriété du nombre, c'est-à-dire en gros on ne peut pas passer à 2 milliards. Imagine la voiture électrique n'existe pas, imagine la technologie n'existe pas. Si tu passes à 2 milliards de voitures avec 100 millions de barils par jour qu'on n'arrive pas à extraire davantage, en gros les voitures, soit elles sont 2 fois plus sobres chacune, soit on n'arrive pas aux 2 milliards, elles sont moins nombreuses. Tu vois un peu la pression de l'extraction pétrolière. Voilà. Et là, la voiture électrique, vue d'un industriel du pétrole, c'est presque une aubaine pour se dire... oui, en fait, ou le constructeur, de voiture essence, qui se dit, il y aura moins la pression. Donc ça, c'est un risque. Ça veut dire que, au fur et à mesure qu'on développe la voiture électrique, déjà qu'il faudrait laisser sous terre, ce que dit le GIEC, du pétrole exploitable, il faut en laisser sous terre de manière volontaire, ce qu'on ne fait toujours pas aujourd'hui. Mais développer la voiture électrique, ça exige de laisser encore plus sous terre du pétrole, puisque quelqu'un, donc du coup, tu vois, au moment où il se recharge d'électricité avec une voiture électrique, il faudrait qu'au même moment, on garantisse qu'il y ait un morceau de baril supplémentaire par rapport à ce qu'on avait prévu s'il n'avait pas acheté la voiture électrique, qui reste sous terre, tu vois. Donc, je ne dis pas qu'il y aura forcément cet effet rebond, mais ça fait partie des séries de risques qu'il y a des effets rebonds qui se passent, et que du coup, on ne soit pas dans cette espèce de discours messianique qui est de dire, voilà, la voiture électrique, c'est la solution. Ne changez rien à vos habitudes. La technologie arrive, habitude en termes de consommation de véhicules routiers, d'usage routier, ne vous inquiétez pas, la solution arrive, c'est la voiture électrique.
Et donc, la voiture électrique idéale, elle est en fait plus petite que la voiture à essence et moins nombreuse. Donc, en fait, électrifier les voitures, c'est pas juste électrifier les voitures à masse de voitures constante et à parc de voitures constant. C'est qu'il faut changer le modèle de la voiture. Il faut intégrer ça dans une évolution plus large, qui est qu'il faut aussi qu'on fasse avec moins de voitures et avec des voitures plus petites. Avec moins de voitures, des voitures plus petites. Si je vous écoute, vous donneriez le bonus écologiste à des voitures qui répondraient à ce genre de critères-là. Alors moi, si c'était moi, je mettrais 3 conditions. Je mettrais une condition de ressources à la personne qui va acheter la voiture. Parce qu'une personne comme moi, par exemple, qui a les moyens de s'acheter une voiture électrique, il n'y a aucune raison qu'on me donne un bonus. Alors qu'aujourd'hui, ce bonus, il est sans condition de ressources. Absolument. Et donc, il va notamment financer des voitures pour 4 supérieurs, qui sont des hybrides, enfin, donc des trucs qui ne devraient absolument pas être subventionnés. Donc, sous condition de ressources. Pour encourager ceux qui ont le plus de mal à passer à l'électrique. Sous condition de masse de la voiture. Donc les tanks électriques, il ne faut pas les subventionner. Et 3, effectivement, alors en fait, une fois que j'ai dit sous condition de masse, j'ai presque dit sous condition de puissance, c'est pareil. Hein, d'accord. Voilà. Donc être très attentif aussi aux véhicules. Donc les petits véhicules, et il faudrait encore plus les subventionner quand il y a derrière la casse d'un véhicule à essence. Donc quand on est sûr que ça remplace un véhicule à essence, et pas que le véhicule à essence est vendu pratiquement le bonus si en plus on supprime. Parce que en fait, si une voiture électrique vient se rajouter au parc existant, le bénéfice, il n'existe pas. Pour que le bénéfice existe, il faut que le véhicule électrique remplace une voiture à pétrole du parc existant. Mais justement, sur ce point-là, le fait d'avoir annoncé que d'ici 2035, il n'y aurait plus de vente de voitures à moteur thermique en Europe, est-ce qu'on n'a pas mis un peu la charrue avant les bœufs? Et surtout, est-ce qu'on n'a pas créé mécaniquement un moment où on va tellement produire de voitures pour remplacer le parc existant que c'est un moment finalement particulièrement polluant? Alors, il y a toujours des émissions supplémentaires quand vous êtes en constitution de parc. Ça marche dans tous les... Ça marche habituellement, pour tout. Ça se fait de manière progressive. Absolument. Là, ça pourrait se faire de manière accélérée. Alors, attention, en 2035, c'est pas avoir une voiture à pétrole qui est interdit. C'est de la vente. C'est en acheter une. Ce qui est très différent. Ce qui veut dire ça veut dire que ceux qui en ont encore une continueront à pouvoir la faire rouler. Exactement. Donc la question, elle est celle de la vitesse de pénétration des voitures électriques après cette date dans le parc. Alors je vous avoue que j'ai pas en tête les derniers calculs qui ont été faits sur le sujet, mais c'est bien ça la question, c'est le remplacement. Et l'autre question qui est posée, c'est celle que j'évoquais, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir la capacité industrielle et les matières premières nécessaires pour remplacer toutes les voitures qui roulent aujourd'hui ou pas. Et si on n'a pas cette matière première et si on n'a pas cette capacité industrielle, il y a aussi un sujet de réorganisation du système de transport. Et encore derrière, on va trouver un sujet de réorganisation de l'urbanisme. Parce qu'il y a tout un tas de trucs. Il y a tout ce débat, par exemple, sur des bretelles d'autoroutes nouvelles qui sont construites. Il y a l'A69. Vous dites, on devrait faire une pause là-dessus. Moi, je dis, on ne devrait pas. On ne devrait pas la construire. Non, on ne devrait pas. Parce que, en fait, si on la construit, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on va favoriser des habitudes de gens qui vont s'en servir. On va favoriser des implantations à côté de cette nouvelle infrastructure routière, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. De zones d'activité, etc., de gens qui débarquent. Et c'est normal. Je veux dire, le truc est là, on s'en sert. Hein. Et ensuite, vous leur dites, ah ben non, finalement, on va devoir s'organiser autrement. Et une fois que vous avez mis un entrepôt... Et on voudrait que vous laissiez votre voiture au garage, non? Et surtout les camions. Parce qu'il y a une chose dont on ne parle pas quand on parle de l'électrification des moyens de transport, c'est les marchandises. Or, paradoxalement, pour moi, c'est encore plus urgent d'électrifier le transport de marchandises que d'électrifier le transport de personnes. Parce que les gens ont des jambes. Enfin, sauf accident de la vie, ils ont des jambes. Ce qui veut dire que si jamais il y a moins de voitures, eh ben, ils peuvent se lever un peu plus tôt, prendre un vélo pour aller jusque chez le voisin et partager la voiture du voisin, prendre un vélo pour aller jusqu'à un arrêt de bus. Alors, ils ronchonneront un peu, ils diront que c'est moins confortable et qu'ils vont passer une demi-heure de plus, mais ils peuvent le faire physiquement. Les marchandises n'ont pas de jambes. Aujourd'hui, sans camion, vous ne nourrissez pas les villes. C'est-à-dire que sans camion, si demain matin les camions disparaissent, vous et moi, on meurt de faim. Donc, c'est beaucoup plus urgent de s'occuper des marchandises, sauf que les marchandises ne votent pas. Donc on s'occupe des gens qui votent. Vous pensez que tout ça est politique en réalité? C'est normal. Cette priorité, le fait de se tromper de priorité. C'est le cahier des charges, relisez Tocqueville. Nous sommes en démocratie, donc on s'occupe des gens qui votent et les marchandises ne votent pas. Jean-Marc